Nous avons tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire. Jane Goodall. Bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseurs de monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants, et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace de respiration et de réflexion, un pas de côté pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car j'en suis convaincu, nos plus grands défis sont toujours relationnels. Vous l'aurez compris à travers nos épisodes précédents, qu'il s'agisse de se représenter le mycélium relationnel de nos organisations, de savoir ce que nous injectons dans les relations à travers nos instants de contact, de créer une dynamique relationnelle d'engagement ou bien d'identifier les toxines relationnelles à l'œuvre dans nos entreprises, il est important de faire un pas de côté, de prendre un moment de recul, de prise de hauteur. C'est ce que nous appelons un moment de supervision. Qui de mieux pour en parler sur le plateau de Bâtisseurs de monde que Martin Woll, un des grands noms de la supervision en France, qui m'a fait l'honneur et le plaisir d'être notre première invité dans notre émission. Martin Woll, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Bâtisseurs de monde et merci d'inaugurer la série d'interviews de Bâtisseurs de monde. Je te suis vraiment très reconnaissant d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. J'adore parler du sujet de la supervision. Martine, tu es fondatrice et présidente de l'Institut du développement de la supervision, dont l'un des objectifs est justement d'œuvrer à la professionnalisation de la supervision comme forme d'accompagnement dans ces différentes pratiques professionnelles. Tu es également master coach certifié par l'International Coaching Federation et tu supervises et mentors des coachs, des équipes RH et des directions RH au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, c'est ton activité et tu as créé les formations de superviseurs au sein d'IDESUP en 2015. C'est ça. Tu as également de nombreuses activités bénévoles, parmi lesquelles, dans le champ professionnel des métiers de l'accompagnement, tu as été présidente de l'International Coaching Federation France de 2006 à 2008. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'ICF, c'est une des très grandes associations de coaching au niveau mondial. Et tu as été également récemment présidente de PSF, la Fédération des superviseurs professionnels, de 2018 à 2021. Je précise que tu es encore membre du conseil d'administration de PSF, au sein duquel tu œuvres à la visibilité de la supervision auprès de tous les publics. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce formidable parcours ? Oui, il est vrai que finalement, en parallèle de ma vie professionnelle, j'ai toujours eu une activité bénévole importante. Donc, c'est vrai que les années 2000, c'était la mise en place du coaching, la structuration, la compréhension, la professionnalisation des métiers. Donc, en 2006, j'étais présidente d'ICF et j'ai eu envie d'avoir le même engagement en 2015 en m'investissant au sein de PSF, l'Association des superviseurs en France. On aura l'occasion d'y revenir, pour qu'il y ait un espace pour les professionnels de la supervision, de partage, d'échange, un endroit pour penser. Et en parallèle, ça m'a permis, en tant que présidente de PSF aussi, de contribuer à quelque chose qui nous tenait à cœur, nous, dans la profession, c'est la mise en place d'un syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, coaching, supervision, mentoring, etc., qui s'appelle le CIMAX. Donc, j'ai participé à la mise en place du CIMAX avec d'autres. Et aujourd'hui, je suis aussi administratrice du CIMAX. Et qui est la défense des métiers de l'accompagnement, leur donner une reconnaissance auprès des pouvoirs publics. Donc là, c'est une autre mission, peut-être plus politique, sur la défense des métiers et la compréhension des métiers. Professionnalisation et reconnaissance des métiers de l'accompagnement. Ouais. Tu ne dois pas manquer d'activité en ce moment.
Alors Martine, comme tu le sais, le podcast Bâtisseurs de monde, c'est le podcast des dirigeants qui conjuguent performance opérationnelle et performance relationnelle. C'est le podcast des dirigeants qui cherchent à choisir leur impact relationnel. Donc on parle beaucoup des dirigeants et aux dirigeants. Et justement, chaque jour, les dirigeants d'entreprise se confrontent à leurs espaces de solitude et d'impuissance. Qu'ils ou elles dirigent de grandes entreprises ou des PME, qu'ils aient fondé leurs entreprises ou pas, chaque jour amène son lot de décisions impossibles à prendre, d'actions complexes à mettre en œuvre, de conflits à réguler entre associés ou entre collaborateurs, tout en continuant à porter la responsabilité de l'entreprise auprès des pouvoirs publics, justement, et à incarner celle-ci auprès de tous les publics internes et externes. Je ne sais plus qui a dit « il faudrait être fou pour être dirigeant ». Au-delà de ces tâches qu'on pourrait dire classiques, régulièrement, des études sont publiées et des articles nous alertent sur le niveau de souffrance des dirigeants qui ne cesse d'augmenter. Les symptômes physiques et psychiques sont nombreux, maux de dos, insomnie, stress permanent, déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et j'en passe. On peut imaginer d'ailleurs que la crise sanitaire actuelle n'arrange rien, bien au contraire. Bref, les dirigeants ont aussi besoin qu'on prenne soin d'eux, même si souvent eux-mêmes peuvent être dans le déni et ne pas demander d'aide. Heureusement, des dispositifs d'accompagnement comme le coaching sont de plus en plus connus des dirigeants. Tu y as travaillé au sein d'ICF et ceux-ci acceptent de s'appuyer de plus en plus sur une personne extérieure à leur organisation pour travailler leurs limites et la régulation de leurs performances. Aujourd'hui, cependant, on sent qu'il y a besoin d'autres dispositifs, des dispositifs qui vont au-delà de la recherche de performance, donc des dispositifs à côté du coaching, pour répondre aux besoins de respiration, de réflexion et de prise de hauteur de ces dirigeants. La supervision est un de ces dispositifs et je te remercie d'être avec nous pour en parler. C'est intéressant dans ce que tu dis. Il y a des mots qui m'ont attrapé comme dirigeant, comme souffrance. Pour ma part, j'ai été dirigeante avant d'être coach. Donc la solitude du dirigeant, la souffrance du dirigeant m'a amené à créer un service qui était le coaching à l'époque. Parce que je me disais qu'avec un coach, j'aurais peut-être pas plus ou moins bien réussi, mais je me serais moins fatiguée. Donc le coaching a eu du sens, c'est pour ça que j'ai apporté ce service pendant longtemps. Et là, au-delà du coaching, je me suis mis, parce que j'avais de la seniorité dans le coaching, à être sollicitée pour être superviseur. Et dans une autre vie, j'avais bénéficié de supervision à l'époque où j'étais dans un métier social. J'étais éducatrice et dans les métiers sociaux, nous avions de la supervision. Donc, de fil en aiguille, je vais rattacher à ce que tu dis, l'histoire contemporaine, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a de la souffrance, peut-être plus que jamais, et en même temps, si on regarde l'histoire, le début du siècle 1900, il y avait de la souffrance, il y avait des grandes mutations de société, avec l'industrialisation, avec les flux migratoires, et comme par hasard, entre guillemets, ces flux migratoires étaient accompagnés par des bénévoles qui avaient de la compassion pour les migrants, je pense aux États-Unis, au Canada, et il y avait de la supervision, des gens rémunérés, qui a été mise en place pour offrir un espace de réflexion à ces bénévoles qui s'occupaient des autres. Et puis, parallèlement, les travailleurs sociaux qui passaient beaucoup de temps à s'occuper de la souffrance des autres, à essayer de remettre en selle, à redonner du sens, de l'énergie. Il y a eu les casework, il y a eu les études de cas, et puis plus tard l'arrivée de la psychanalyse, où les psychanalystes sont dit on a besoin aussi, nous, d'un espace de recul pour parler de nos analysants. Donc, on voit bien qu'à un moment, l'histoire a besoin de certaines formes d'accompagnement et que l'histoire se répète. Et aujourd'hui, après ces 25 ou 30 ans de coaching, et qui gardent tout son sens, on s'aperçoit que non seulement la supervision, elle est utile aux coachs aussi, comme elle a été utile aux psychanalystes, elle est encore aux psychologues, aux travailleurs médico-sociaux, et elle est utile aussi peut-être à des personnes qui sont en première ligne. La supervision est souvent considérée comme on s'occupe des professionnels d'accompagnement qui, eux, accompagnent un public.
Et là, pourquoi la supervision arrive maintenant en première ligne auprès des managers, des RH, des directeurs des ressources humaines? Parce qu'il y a une complémentarité avec l'approche coaching qui vise le développement de la performance, qui a un côté résolutoire, alors que la supervision va permettre d'accéder à d'autres finalités que nous allons voir pendant l'interview. Du coup, je ne sais plus si j'ai répondu à la question. Tu y as parfaitement répondu, puis tu nous as fait un petit aperçu historique, culturel, donc c'était intéressant. Et justement, afin d'y voir un petit peu plus clair, parce que moi je remarque dans ma pratique que les dirigeants ne savent pas trop faire la différence entre coaching et supervision, qu'est-ce qui est de l'ordre du coaching, qu'est-ce qui est de l'ordre de la supervision. Ça serait quoi ta définition peut-être du coaching d'un côté, de la supervision de l'autre, et comment distinguer chaque espace, à quel besoin correspondrait l'espace de la supervision? La différence entre coaching et supervision, plutôt que de donner ma définition personnelle, j'ai envie de m'appuyer sur ce que dit l'ANSE. Alors l'ANSE, c'est l'association des organisations nationales de la supervision en Europe. Et si je les cite, l'ANSE dit « Tous les métiers peuvent bénéficier des apports de la supervision dès lors que celle-ci apporte un regard spécifique sur les interactions entre les personnes, leur activité professionnelle et l'organisation. » Alors, il donne des exemples. Par exemple, on en a déjà parlé peut-être, des professionnels d'accompagnement qui travaillent avec des clients ou des patients, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, coachs, superviseurs. Ils ont besoin d'un espace de réflexion pour travailler leur comportement, leur impact sur les résultats professionnels qu'ils ont avec leurs clients, prendre de la distance, etc., etc. La supervision s'adresse aussi à des stagiaires de formation professionnelle qui ont besoin d'intégrer des compétences spécifiques et des savoirs, des connaissances. Et la supervision, selon toujours la NSE, elle s'intéresse aussi à la supervision des organisations et des équipes professionnelles. Travailleurs sociaux, coachs internes, RH, managers, dirigeants, qui veulent mettre en lumière la face cachée de leur culture, de ce qui est devenu implicite dans leur rapport à une réalité. Perception subjective, rapport au pouvoir, à la mission, au rôle. On voit bien qu'avec cette définition, on va s'intéresser à comment pensent, que ce soit les professionnels d'accompagnement ou finalement les dirigeants, comment chacun retrouve un espace pour penser, pour élaborer, pour se décontaminer des injonctions que nous apporte la vie quotidienne de tous les jours, qu'elle soit au niveau professionnel, voire même au côté familial. Les structures ont changé, les familles ont osé se réinventer avec la famille recomposée. Tous nos faits de société nous amènent à nous réinventer. À quel moment on prend le temps et on prend de la distance pour penser, pour se décontaminer de toutes ces injonctions, de tous ces faits sociétaux, de toutes ces constructions que les sociologues nomment très bien, qui sont nos représentations. La supervision, elle sert vraiment à cela. Et qu'est-ce que ça... donc, la supervision, c'est clairement un espace réflexif dans ce que tu dis, c'est un espace de réflexion. Exactement. Moi, j'ajoute de respiration parce que ça permet de s'extraire du quotidien. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça vient transformer dans la pratique ou dans la posture professionnelle? Où sont les leviers d'évolution? Qu'est-ce qui bouge à travers un espace de supervision qui ne bougerait pas à travers un espace de coaching, par exemple? Alors, peut-être commençons par ce qu'ils ont en commun. C'est-à-dire que le coaching est aussi un espace de distanciation, où finalement le coach écoute une demande et puis va chercher à élargir les représentations, à provoquer des prises de conscience qui ensuite permettront de passer à l'action de manière résolutoire. C'est-à-dire que le coaching est aussi apparu à un moment où il y avait besoin de développer des comportements nouveaux dans des contextes incertains, déjà il y a 30 ans, parfois inédits, et d'apporter de la créativité avec des comportements nouveaux. Il y a quelque chose de résolutoire dans le coaching. Dans la supervision, on va avoir une finalité différente, c'est-à-dire que bien sûr qu'on va aussi avoir cet espace de distanciation,
simplement sans avoir cet espace résolutoire obligatoirement. C'est-à-dire que on remet en circulation, Edgar Morin parle, j'adore, de la boucle affect-pensée, pensée-affect, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'offrir un espace pour prendre en compte nos affects, nos complexes, notre histoire de vie, qui nous sommes, pour l'accueillir, peut-être grâce au superviseur, mettre des mots sur ce qui nous agite en nous, de manière plus ou moins implicite, plus ou moins inconsciente, qui apparaît dans certaines situations, pour les remettre en élaboration. Tu parlais de réflexivité, grâce à la pensée, on va se prendre soi-même comme objet d'étude, on va prendre soi-même sa pratique comme objet d'étude, on va la repenser. Et en la pensant, on s'aperçoit qu'il y a un effet sur notre affect qui se dissout. Et ce qui était problème, peut-être devient solution, se dissout. Et on n'a pas ce côté résolutoire à tout prix dans la supervision. J'aime bien la manière dont tu le poses, le côté résolutoire plutôt du côté du coaching et le côté vraiment réflexion, réflexivité. Donc, c'est à la fois la réflexion sur soi-même, mais également la réflexion du miroir, on pourrait dire, sur sa posture et sur sa vie et sur ce qui vient nous impacter. Autant on peut le comprendre dans le champ des métiers de l'accompagnement, en quoi ça vient permettre de développer le professionnel de l'accompagnement qui est en nous, autant dans le monde de l'entreprise, dans le monde des dirigeants, c'est peut-être plus flou, c'est peut-être moins effectif ou en tout cas moins compris. Quelles sont les spécificités de la supervision de dirigeants ? L'intérêt de la supervision de dirigeants, je pourrais en avoir pour la pratiquer avec un certain nombre de dirigeants qui ont déjà eu dans le passé des coachings, d'ailleurs, c'est ce côté ouverture. C'est comme une compagnie d'investissement mutuel, que ce soit avec son superviseur, y compris en groupe, pour offrir cet espace réflexif. Comment les dirigeants forment leurs pensées dans le feu de l'action. Donc ça, c'est le côté réflexif. Comment se prennent-ils pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ? C'est de s'apercevoir que dans un côté rétroactif, s'apercevoir que dans leur expérience, ils ont développé des savoir-faire. Donc, non seulement ils peuvent ouvrir leur esprit et leur cœur à la compréhension de ce qui bloque, et ils peuvent aussi ouvrir leur esprit et leur cœur à la compréhension de ce qu'ils savent déjà faire pour qu'ils aient vraiment des points d'appui. Et comment ils peuvent réinvestir ces savoirs qu'ils ont créés eux-mêmes dans leur activité. Les savoirs, on peut les acquérir parce que justement, on va écouter ton podcast, qui va être une source de connaissances et de réflexion. Parce que quelqu'un extérieur à nous, c'est l'hétéroformation, nous apprend et nous apporte. Et puis, ces savoirs, on peut les acquérir par nous-mêmes, parce que nous pouvons apprendre nos propres expériences. Et pour les dirigeants, ça va être très important de justement pas être dans le résolutoire orienté futur, ça va être aussi important d'être dans cette boucle de réflexivité pour avoir des lectures différentes de ce qu'ils viennent de faire et qu'ils puissent la réinvestir, eux, dans leur futur à leur manière. Oui, ça m'évoque l'expression « ouvrir l'éventail des possibles ». Oui. Et peut-être, parce que ce que tu viens de dire m'inspire, c'est que, et peut-être qu'ils vont le faire aussi avec une meilleure compréhension de leur affect, de leur complexe. N'oublions pas que la supervision, elle a aussi un support psychanalytique qui ne travaille pas du tout sur les transferts. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des analystes. Pour autant, on peut travailler aussi avec les transferts, avec des choses qui ne se mettent pas en mots parce que c'est dans notre inconscient, mais qui pour autant peuvent nous empêcher de penser. Et les superviseurs qui veillent aussi à ces zones aveugles, à ces non-dits à peine exprimés, qui sont encore en creux, va aider à travailler quelque chose qui n'est pas forcément dans la demande, comme en coaching, on travaille uniquement avec la demande de nos clients. En supervision, on va aussi aller chercher des choses qui ne sont pas dans la demande pour trouver ces zones aveugles et les réinjecter dans la réflexion, dans cette conversation. C'est pour ça que je parle de compagnie d'investissement mutuel. Une très belle expression. Concrètement,
les dirigeants sont la plupart du temps formés à la recherche de performance, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur organisation, pour leurs équipes. Donc, toute une partie de leur travail consiste à rechercher les espaces de performance. En quoi la supervision, en quoi l'espace de supervision peut les aider à venir nourrir cet espace de recherche de performance? Alors, ce sera peut-être une performance indirecte. Au risque de provoquer, je pourrais peut-être dire que ce n'est pas le sujet de la performance, la supervision. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de performance à l'issue de ce travail. La performance est une injonction de nos temps modernes. Je pourrais parler du temps, plus vite, plus fort, plus performant, etc. Ça va être aussi de reprendre la distance par rapport à cette notion de performance. La supervision va nous permettre de réfléchir à cette notion-là que tu nous apportes sur un plateau. Et c'est en réfléchissant sur cette notion de performance que le dirigeant va pouvoir s'apercevoir qu'il va trouver des solutions qui ne répondent pas non plus directement à la performance, pour autant qu'ils vont créer de la valeur. Ne soyons pas naïfs, nous sommes dans un monde où les entreprises que nous créons, que les dirigeants managent, ont pour principe la survie au minimum, et puis bien sûr la croissance et le développement. Et que ça devient une spirale infernale de course à la croissance, au développement, à la compétition. Et c'est ça qui étouffe la capacité à penser, à élaborer. Donc, la supervision, c'est un lieu de retour au calme pour pouvoir redécider plus tard. C'est un sas. C'est une belle vision de l'évolution possible de nos sociétés. Et en tout cas, surtout, je trouve que tu poses bien les sources d'épuisement et donc d'impuissance et de solitude dont on pouvait parler en introduction. Est-ce que tu aurais des exemples de cas concrets à partager avec nous pour que nos auditeurs puissent peut-être s'identifier ou voir en quoi ça les concerne? Oui, je pourrais en avoir plusieurs. Déjà, peut-être un exemple de supervision de dirigeants qui ont profité d'un espace collectif. C'était plusieurs dirigeants ensemble, déjà qui osent, devant des pairs, exprimer leurs difficultés, leur angoisse. Telle personne parlant de son rôle de dirigeante alors qu'elle fait partie du holding et qu'il va y avoir une fusion ou un rachat d'entreprise et l'angoisse des postes qui vont être perdus, des emplois supprimés, des réorganisations de l'âme de l'entreprise, par exemple, qui a existé pendant 100 ans, 120 ans, qui va fusionner avec un grand groupe qui a une autre peut-être vocation, donne de la survie à son entreprise. Pour autant, il y a bien cette conscience que des choses vont disparaître et qu'il y a des deuils à faire. Avoir déjà un espace avec son superviseur ou avec des pairs, d'exprimer, d'être entendu, et de pouvoir verbaliser sans autre intention que de verbaliser, va mettre en place ce processus affect-intellect, intellect-affect, et la personne aura déposé un fardeau pour pouvoir mieux se repositionner ensuite. C'est exactement comme nous, les professionnels de l'accompagnement. Il y a cette usure professionnelle, il y a ce découragement, il y a l'anxiété. Nous sommes des êtres humains. Pourquoi? Parce que nous sommes dirigeants ou accompagnateurs, nous serions épargnés par l'anxiété ambiante. Nous avons à élaborer cette éco-anxiété. Aujourd'hui, on parle de nouvelles maladies comme l'éco-anxiété, avec les ressources qui se raréfient. Nous sommes dans un vaste monde, bien plus grand que nos propres entreprises. Donc, à quel moment nous allons pouvoir penser large, pas pour se décourager ou déprimer, même si la dépression peut faire partie du chemin, mais pour se renouveler et reprendre des décisions. Et qui mieux, les dirigeants ont cette possibilité de se remettre en route. Et donc, dans ce que je vois et ce que j'observe en supervision de dirigeants, c'est que ce champ libre permet la créativité et pas tout de suite. On laisse un peu de temps en supervision avant de penser à un plan d'action. On laisse du temps pour la diffusion
des découvertes faites dans l'espace supervision. Justement, un espace débarrassé des enjeux de performance qui permet de se déployer de manière beaucoup plus large et tout en se remettant dans le faire avec plutôt que faire contre ou faire en dépit d'eux. Il y a quelque chose effectivement de beaucoup plus œcuménique dans la supervision. Mais justement, tu parlais de... Pardon. Je ne voudrais pas annuler, excuse-moi, l'intérêt du coaching qui va avoir, lui, qui s'est formaté comme ça. Le coaching vient de la supervision. Hein. C'est issu de la forme, c'est un petit cousin ou un petit-fils, je ne sais pas, où à un certain moment, il y a besoin aussi d'avoir un espace où on va aller designer ensemble à partir de la prise de conscience dans l'espace coaching. On va designer, ok, comment tu vas faire? Parce que faire réfléchir sur des idées concrètes de ce qui pourrait être fait va aussi avoir tout son sens. Et la supervision a un autre impact, a un autre effet très différent, on vient de le voir. Très différent et en même temps, j'entends complémentaire. C'est-à-dire, ça ne répond pas forcément aux mêmes besoins. Mais ce que je peux entendre aussi à travers ce que tu viens de dire, c'est combien tous les dirigeants ou les dirigeants pourraient penser que leur seul besoin, c'est un besoin de performance. C'est un besoin de création de valeur pour l'organisation, c'est un besoin d'être performant pour que leur organisation soit performante. Et ce qui vient mettre autre chose dans la vie du dirigeant, dans ce que tu dis, c'est combien il y a certes cette vision, on va dire, sociétale du dirigeant qui est le créateur de performance, mais la supervision intègre cette vision aussi humaine et humaniste du ou de la dirigeante qui fait face à ses propres enjeux individuels, à ses propres enjeux, à sa propre vision du monde, à ses propres défis personnels, puisque, comme on l'a vu dans un épisode précédent de Bâtisseurs de monde, en fait, le dirigeant s'injecte totalement dans les contacts avec son entreprise. Et il y a besoin de regarder à la fois les espaces de performance, mais aussi les espaces de développement individuel. En tout cas, c'est ce que j'entends à travers ce que tu dis. Oui. J'ai entendu tes podcasts et ce que tu y exprimes permet déjà de mettre en route quelque chose qui pourrait être de l'auto-supervision. Bon, sauf qu'en supervision, il y a besoin du tiers extérieur qui permet d'aller plus loin. Pour autant, il y a déjà dans ce que tu proposes une préparation à cet état d'être qui pourra être après coup réinvesti, bien sûr, dans la part professionnelle. Je te remercie de ce feedback qui me touche beaucoup. Alors, et puis, il fait un très bon lien avec ma question d'après. C'est, on parle de la supervision, mais on pourrait parler des supervisions parce que certains dirigeants peuvent être rétifs est un bien grand mot, mais en tout cas résistants à s'installer dans un espace collectif, à travailler avec des pairs ou en groupe. Est-ce que la supervision individuelle, c'est quelque chose de possible aussi? Quand est-ce qu'il vaut mieux de la supervision individuelle ou de la supervision collective? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux pour l'individu, on va dire? Alors, cette question est très importante parce qu'elle met en conscience que la supervision est un mot valise. Donc, nous pouvons mettre énormément de représentations, d'interprétations, de compréhension de ce qu'est la supervision. Et ça ne veut pas dire que ce sera faux ou que il y a vraiment une diversité. Alors, deux choses. Je vais essayer de pas m'embrouiller dans ces deux aspects. Il y en a une, c'est ce mot valise qui mérite d'être défini parce que le mot supervision dans l'entreprise est utilisé pour autre chose que notre travail. Un manager est un superviseur. Dans les entreprises du CAC 40, des entreprises anglo-saxonnes, en France c'est déjà le cas, le manager, le dirigeant peut s'appeler superviseur parce qu'il supervise, il encadre un périmètre de travail avec de la délégation et il va regarder que l'ensemble fonctionne. Donc super, c'est une façon de voir de manière vaste et large et qui va très bien au management. La supervision dont nous parlons n'est pas du tout celle-ci. Elle est sans influence managériale. Elle est fonction de tiers. Elle est à l'extérieur. Le superviseur est à l'extérieur. Il n'a pas de fonction managériale et il vient voir avec une personne ou un groupe ce qui pourrait être mis en conscience, ce qui pourrait être
décrypter, décoder de ces injonctions dont on parlait, comme l'injonction de performance ou l'injonction d'aller vite. Là, c'est une première partie de la supervision. Je trouve que c'est important de le distinguer parce que être supervisé par un superviseur externe, ce n'est pas être du tout dirigé. C'est l'inverse. C'est être accompagné pour réfléchir à. Et puis ensuite, mot valise, parce que selon l'histoire de vie, l'expérience, le corpus théorique du superviseur extérieur, il va y avoir différentes façons de travailler. Certains sont systémiciens, d'autres sont gestaltistes, d'autres s'intéressent à la phénoménologie, d'autres viennent de la psychologie humaniste, enfin je peux citer d'autres de la psychanalyse. Donc il va bien être clair que le travail avec le superviseur va éclairer des zones différentes, peut-être un peu plus sur l'organisation pour les uns, un peu plus sur l'être pour les autres. Pour autant, ils ont tous la même volonté d'amener la personne à prendre de la distance par rapport à ce qu'elle vit, pour pouvoir mieux réinjecter et mieux travailler. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que ce soit dans un espace individuel ou dans un espace collectif, l'objectif va rester le même. C'est peut-être les moyens ou les voies ou les processus de travailler cet objectif, de travail de ces objectifs qui vont légèrement différer. Oui. Oui. Alors, il y a des protocoles précis en supervision qui ne ressemblent pas du tout au processus de coaching. Le processus de coaching, on travaille sur une demande, on regarde les enjeux, on demande à la personne ce qu'elle attend de ce travail à la fin de la séance. Et puis le coach va travailler sur les prises de conscience, le design du plan d'action, etc. Le coaching dans sa forme contemporaine. Parce qu'il y a 30 ans, le coaching et la supervision étaient peut-être les mêmes, puisque le coaching est issu du travail de la supervision qui existait déjà dans d'autres champs, plutôt médico-social ou dans le monde de l'éducation. Là, la supervision est rentrée dans l'entreprise et elle s'est adaptée à des besoins. La supervision, que ce soit en collectif ou avec un superviseur, elle va s'appuyer sur des dispositifs qui existent depuis longtemps. Je pense par exemple en collectif au processus qu'ont créé monsieur et madame Balint dans les années 1930, où ils ont été pionniers de l'intelligence collective, très mise en valeur actuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils réunissent Madame Balint, elle venait du monde socio-éducatif avec les études de cas, donc elle avait un protocole déjà. Monsieur Balint, avec la psychanalyse qui tient compte du transfert, ils mettent en scène des personnes, des participants, et ils sont dans une dynamique de regard croisé. Donc ils ont un processus très précis de supervision. On appelle ça de l'analyse de la pratique, mais l'effet de la supervision. Et chaque participant, avec un protocole très clair, va donner son point de vue. Et ils ont mis en place la possibilité d'élargir des points de vue. C'est pour ça qu'un espace de supervision collective pour les dirigeants va être aussi enrichi du point de vue de ses pairs. Bien entendu que le superviseur va toujours continuer à avoir ce rôle de tiers pour observer ce qui se passe, analyser ce qui se passe, analyser les demandes et remettre en circulation ce qui a été déposé par les participants à partir d'exposés d'un des dirigeants. Donc tu parles là de processus, tu parles de protocole de travail. Toi aussi, tu as participé à l'élaboration de certains protocoles de travail et de certains processus. Et entre autres, tu as créé la boussole de la supervision. Je trouve que c'est un outil formidable de repérage et de travail. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous décrire cet outil et nous expliquer en quoi il vient orienter, en tout cas structurer, étayer le travail de supervision? Alors oui, c'est un outil que j'ai créé à partir de ma propre réflexivité. Quand j'ai voulu créer l'école pour les superviseurs, je me suis dit, mais je supervise depuis 2003, on était en 2015, et je me disais, mais finalement, si je regarde en arrière, quelles sont les demandes des personnes qui viennent en superviseur, qu'ils soient coach interne, externe, DRH? À l'époque, je me suis dit, mais finalement, il y a 3 sortes de demandes. Il y a la demande classique qu'on connaît en supervision, c'est-à-dire qu'il y a une situation,
j'ai besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Je vais voir mon superviseur, j'ai besoin de l'analyser d'un point de vue systémique, comprendre ce qui se passe chez le client ou ce qui se passe dans mon équipe, dans mes équipes. Ou bien je suis affectée par cette situation, elle m'éprouve, elle me fatigue et j'ai besoin d'un œil extérieur. Peut-être qu'il y a une zone aveugle qui a été touchée, mon affect se réactive, je ne sais plus penser les choses et donc j'ai besoin de retrouver mes compétences pour retourner travailler. Donc ça, c'est 80% des demandes en supervision. Pour autant, je me suis aperçue qu'il y avait aussi d'autres demandes qui étaient plus sur le geste professionnel. Par exemple, un coach, il a appris à l'école comment on travaille en coaching. Les managers, ils se sont parfois formés sur le tas. Certains ont fait des grandes écoles. Mais la formation sur le tas est très importante. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'entre le geste professionnel appris, les savoirs, les connaissances que j'ai pu acquérir, ça pourrait être de la supervision didactique, mis en situation avec des situations réelles, comment je fais la part des choses entre ce que j'ai appris et la réalité. Donc, travailler sur son geste professionnel, le repenser, les dilemmes éthiques qu'on peut rencontrer, la rencontre entre ce qu'on doit faire, la réalité et le désir, vont être mis en travail. Donc ça, c'est une autre type de demande que j'ai pu rencontrer. Et puis aussi, j'ai rencontré des demandes qui sont indépendamment du geste professionnel et des situations. C'est moi, en tant qu'être, ce besoin de travailler sur soi et le besoin aussi, en fonction des cycles de vie que je rencontre, j'ai plus ou moins envie de faire ce travail. Il y a une usure professionnelle aussi qui peut être là. Il y a un contexte qui devient difficile, tu en parlais beaucoup dans l'introduction et on est en plein dedans, l'anxiété, des choses comme ça. Je veux reprendre du souffle, je veux reprendre de l'air, je veux me retrouver. Alors, il y a des matériaux qui peuvent arriver qui sont des matériaux de l'inconscient. Je répète, un superviseur n'est pas un thérapeute, n'est pas un psychanalyste, n'est pas... pour autant, ces matériaux, le superviseur peut les accueillir pour les remettre en circularité, y compris dans la part professionnelle. Donc, c'est ça la boussole de cette période. C'est comment le superviseur peut analyser les demandes pour repérer derrière la demande officielle, quel est le projet non officiel de travail. Et la boussole, elle sert à se repérer. Et je la partage, c'est-à-dire je la donne volontiers au client parce que lui-même va aussi pouvoir entretenir ce travail initié en supervision, entretenir. J'entends encore dernièrement en supervision quelqu'un qui démarrait la supervision et qui disait « Oui, c'est bien beau tout ça, on va vivre un moment collectif très, très important, puis après on va retourner au travail, ça va faire comme d'habitude, on va reprendre nos habitudes. » Non, on met en route des choses qui sont des forces implicites que nous avons en nous. Elles vont travailler en nous, elles vont faire travailler notre inconscient, elles vont nous ouvrir et on peut l'entretenir. La boussole, elle sert à ça. Oui, j'entends combien la boussole, elle permet de travailler les trois champs que sont le geste professionnel, la prise de hauteur par rapport à la situation et le développement personnel. Et ce que ça m'évoque, cette histoire de mettre en route des forces internes, c'est aussi combien le dirigeant va pouvoir vivre une nouvelle expérience dans la supervision qui est justement d'arrêter de chercher la performance et plutôt de se regarder fonctionner dans ces trois champs-là. Et c'est en ça que je trouve que la boussole de la supervision est un véritable outil réflexif, même avant que la supervision ait commencé, et c'est très intéressant. On arrive bientôt à la fin de cet entretien, mais j'ai encore deux petites questions. Comment est-ce que tu verrais l'avenir de la supervision ? Tout à l'heure, tu nous as fait un historique. Maintenant, on se projette vers demain. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que l'histoire se répète. C'est à un moment, pourquoi on a besoin de tel type d'accompagnement plutôt qu'un autre. Et je pense que dans nos temps actuels, d'éco-anxiété, je reprends ce terme parce qu'il est très large, d'urgence à la performance, d'urgence parfois même à la survie de nos entreprises, le dirigeant peut être seul. Je pense que la supervision va se développer aussi parce que de plus en plus de personnes sont formées au coaching, ont accédé à la posture de coach, ont accédé au principe même du coaching qui veille à l'autonomie, qui veille à la responsabilisation. Donc, la compétence humaniste
a grandi, il y a une appétence, il y a une aspiration à retrouver du sens, à remettre de l'humain dans les systèmes, dans la vie. C'est une manière de lutter contre l'usure professionnelle. Et la supervision, qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de finalité autre que celle d'aider à cette prise de distance, qui aide à trouver une juste proximité par rapport à ses pairs, par rapport à ses collaborateurs, par rapport au système dans lequel on travaille, a de plus en plus de sens. Nous aurons de plus en plus besoin de supervision. J'aimerais apporter de la simplicité à cette notion. Le mot est ambigu, c'est un mot valise, mais il est aussi, on n'est pas des super-héros, Superman ou Superwoman. Le superviseur n'est pas un être supérieur qui détiendrait des savoirs cachés et puissants. Au contraire, il y a beaucoup d'humilité. Et en revanche, cette intention de remettre en processus, des processus qui remettent de la circularité tête, cœur, corps, avec les autres, avec une dimension systémique, pas tout seul sur sa planète, avec les autres, va avoir du sens. Donc, voilà. Oui, et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est combien cette question du sens devient à la fois un vrai besoin. Là où il y avait un besoin de performance, maintenant il y a un besoin de donner du sens à ce besoin de performance quelque part, ou en tout cas, je trouve que la réflexion s'approfondit là-dessus, que le besoin se pose de plus en plus à cet endroit-là. Et puis, pour retrouver ou reposer ce sens-là, il y a besoin de temps. Il y a besoin d'un espace de retrait, un espace justement de réflexion, de respiration, dans lequel on peut remettre du sens. Donc, je trouve que la supervision, enfin, sous ton impulsion, là, dans ce que tu dis, combien la supervision peut être cet espace dans lequel on va répondre aux besoins de remettre du sens pour soi et pour les autres. Assez paradoxalement. Je prends du temps je me laisse du temps pour peut-être en gagner derrière, hein. Mais c'est très paradoxal. Oui, je prends du temps, même si l'injonction c'était aller vite. J'adhère à ce que tu dis. Je prends du temps et tu me fais penser par ces derniers mots, dire je prends du temps pour ralentir dans un monde qui me demande d'accélérer. Ouais. On sent un décalage entre des exigences et des injonctions et des besoins. En fait, c'est intéressant ce que tu poses. C'est le vide et le plein, pareil. Notre monde est tellement plein. Accueillir le vide, mais ce serait un vide fécond, créateur. Un vide fertile. Fertile. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose ? Grand plaisir de partager avec toi tes questions et tes suggestions et ton positionnement met en circularité ma propre réflexion. Donc, c'est un temps d'échange. Puisse-t-il être supervisant ? Ce serait une belle fin. C'est Idriss Aberkan qui parle de l'économie de la connaissance et qui dit que c'est la seule économie qui est infiniment, qui s'étend indéfiniment, puisque tout ce que je te donne, je le garde quand même, et en le partageant, nous le multiplions. Donc c'est extraordinaire. Et merci beaucoup, Martine. Merci d'avoir été notre invitée sur Bâtisseurs de Monde. Je te suis très reconnaissant de nous avoir accordé ce temps-là. Je vois que la supervision en tant que processus et espace d'accompagnement de la lenteur et de la réflexivité des dirigeants me semble avoir de beaux jours devant elle et avoir une vraie efficacité, une vraie nécessité pour aider les dirigeants à faire face à leurs enjeux du quotidien. Je te remercie beaucoup et j'aurai grand plaisir à te retrouver dans d'autres cercles. D'autres aventures. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseurs de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, si vous désirez que Bâtisseurs de Monde traite un sujet ou une question en particulier, utilisez les commentaires ou envoyez-moi un message à franck@mycelium-consulting.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mycelium Consulting ou à Bâtisseurs de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud.
Nous pouvons aussi nous retrouver sur le site internet de Mycelium Consulting, www.mycelium-consulting.com. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel.